Ok, c'est starté. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Fait que je vais redire mon nom et tout, là, Samuel. Là, euh, donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Sébastien Nadeau. Je vais être votre présentateur pour aujourd'hui. Donc, dans le fond de la présentation aujourd'hui, son but, ça va être de vous introduire à la création d'engins. Bon. Est-ce qu'on va faire un engin de A à Z aujourd'hui? Non. En fait, c'est plus que je veux vous donner un aperçu de qu'est-ce que vous devez penser avant de vous dire je veux faire un engin. Il y a différentes questions qu'on va se poser au courant de la présentation, puis on va voir ensemble. Fait que j'ai dit mon nom, mais j'ai pas dit j'arrive de où. Donc, en fait, j'étais étudiant à l'Université Laval anciennement. J'étais avec Emmanuel, là, qui est avec nous présentement. Euh, donc, durant nos études, là, on a fait des concours Ubisoft ensemble. Après ça, les deux, on a travaillé chez Ubisoft Montréal. Puis éventuellement, ben là, je pense que tu es rendu. T'as été après à la compagnie où tu es présentement, là, que je me rappelle plus exactement le titre. Là. Ouais, moi, je Mais suis juste jeu vidéo. non, c'est ça. Eman il a quitté le jeu vidéo. Moi, j'ai semi-quitté le jeu vidéo. En fait, je travaille présentement là, au collégial, donc au collège Barthes, en enseignement là, en programmation pour jeux vidéo. Moi, je focus plus sur les cours là, techniques de programmation, réseau, puis aussi là, de la programmation engin. Donc, je donne un cours de programmation engin là, cet été, puis durant l'année habituellement. Euh, Fait que je vais pas nécessairement vous donner ce cours-là parce que c'est un cours de 15 semaines, donc on va laisser faire. Mais, mais c'est ça. Donc, dans mes temps libres, là, je fais mes engins pour moi-même. Là, présentement, je tripe sur. Ben, je pourrais vous en parler tout à l'heure, là, mais essentiellement, j'aime créer des nouveaux outils pour faire en sorte que la création d'engins soit le plus conviviale possible. Donc, c'est ça. Fait qu'on va commencer la présentation. Je vais mettre un PowerPoint à l'écran. Fait que pour faire ça, il va falloir que je partage mon écran, I guess. Fait que là, je sais que ça va être. Je pense que je peux juste. Ouais, c'est ça. Fait que là, habituellement, vous devriez voir ça. Puis là, si je suis capable de faire CTRL-SHIFT-5, puis que je suis capable de vous tasser à quelque part d'autre. Moi, ça marche, là, je vois la présentation. Ouais. Fait que là, ça se peut qu'il y ait des fautes. J'ai pas vraiment corrigé le français. C'est pas ma job en théorie. Mais quand c'est ma job, je me force. Mais de toute façon, il n'y a pas de code aujourd'hui, là, mais bref. OK. Donc, les engins de jeu. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire, c'est qu'on se pose la question pourquoi qu'on ferait notre propre engin de jeu. Donc, en fait, il y a différentes raisons qu'on voudrait pouvoir faire ça. Une des raisons principales, c'est qu'on voudrait avoir plus de contrôle sur notre stack. Donc, quand je dis notre stack, là, je dis pas nécessairement genre fix the stack puis change the whole stack comme Elon Musk qui dit, là. Mais c'est plus que on veut avoir un plus grand contrôle sur les petites parties individuelles. Fait que ça veut pas dire qu'on va tout faire à partir de zéro. C'est justement pas le but de la présentation aujourd'hui. C'est pas le but de dire on va commencer à partir de faire de l'assembleur directement pour la machine. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais il faut être intelligent des moments où on le fait. Puis je pourrais vous en parler peut-être plus tout à l'heure à quel moment qu'on fait de l'assembleur. Là. Mais bref. Donc, le moment où on voudrait faire notre propre engin, c'est qu'on veut avoir plus de contrôle sur notre stack. Une autre raison qui pourrait être valable, de dire je veux commencer à partir de zéro, je veux tout faire de A à Z, ça serait parce qu'on veut apprendre comment faire des engins de jeu. Moi, habituellement, quand il y a des gens qui me disent je veux faire un engin à partir de zéro, je leur dis oui, mais il y a différentes couches d'apprentissage. Si je vais dans. Ça, c'est toutes les différentes couches qu'on peut avoir dans un engin de jeu. Il y a beaucoup d'informations à l'écran présentement. Et connaître chacun de ces sous-systèmes-là peut être très complexe. Donc, habituellement, moi, je vous dirais, essayez d'utiliser quelque chose comme un framework ou un outil qui vous permet d'avoir une bonne partie du travail de fait et de focuser sur les choses que vous voulez réellement apprendre. C'est ça les différents frameworks que je vais vous parler aujourd'hui pour faire des jeux. Donc, le mime qu'on a à l'écran, c'est aussi une autre raison là, pourquoi on voudrait faire notre propre jeu, notre propre engin, excusez. C'est exemple que vous faites un jeu
de combat, puis que vous utilisez Unity parce que vous dites ah Unity c'est bien populaire, c'est bien bon, il y a plein de documentation en ligne. La compagnie a fait pas d'argent depuis 20 ans, mais c'est pas grave. On va faire notre jeu dans l'engin. Ouais, c'est ça, mais il y a du input lag. Fait que là, vous faites ah shit. Fait que là, je vais essayer un autre engin. L'autre engin a d'autres problématiques que vous rencontrez pour votre jeu. Puis là, vous réalisez, ben là, nécessairement, ça serait peut-être plus intéressant de juste faire notre propre engin parce qu'on a des besoins vraiment spécifiques à notre situation. Donc, quand on a un jeu qui est moins conventionnel, tu sais, comme par exemple, il y a des jeux là, vraiment loufoques, on va dire, là, qu'ils travaillent en 4 dimensions. Là. Il y a un jeu spécifique que je pense. Là. Puis pour faire son jeu en 4 dimensions, il ne peut pas nécessairement utiliser les engins de jeu qui sont déjà disponibles. Donc nécessairement, il faut qu'il fasse son propre engin à ce moment-là. Fait que, il faut que vous essayiez de penser là, pourquoi vous feriez vos propres jeux vos propres engins à ce moment-là quand vous voulez faire votre jeu. Donc là, on va parler de pourquoi on ne ferait pas un engin de jeu. Parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, dans quelle situation il ne faut pas vouloir le faire. Donc, quand on veut faire un jeu qui est conventionnel, qui est très populaire, comme par exemple des jeux en troisième personne, en première personne, que c'est des shooters, des jeux comme ça qui n'ont pas vraiment d'innovation, qui n'ont pas vraiment de nouvelles choses, ben, si vous vous dites, je vais faire un engin à partir de zéro, ben, peut-être que ce temps-là que vous mettez dans la production de l'engin pourrait être mieux utilisé pour produire le jeu. En même temps, tantôt, je parlais de l'apprentissage. Fait que si vous voulez apprendre en créant votre jeu, c'est sûr que là, c'est peut-être mieux de créer son propre engin comme là, on veut apprendre. C'est tout le temps là, de peser le pour et le contre là, si on veut. Donc, une autre raison pourquoi on voudrait pas faire notre propre engin, c'est que ça prend du temps. Là, il y a une joke à droite, là, mais essentiellement, qu'est-ce que ça dit, c'est que l'équipe veut faire notre propre engin. OK, good, ça va prendre 51 ans de plus juste pour faire le jeu. C'est une exagération, là, puis c'est juste en référence au film qu'on voit à l'écran. Ben, le film là, en bas à droite. Mais c'est ça. Fait qu'est-ce que je voulais dire là ou sinon? Parce que là, j'ai pas mes notes de diapositives. Là. Fait que j'y vais vraiment par cœur. Ouais, fait que des fonctionnalités de base. Ou si jamais on veut avoir là, des prototypes qui sont viables relativement rapidement, c'est à ce moment-là qu'on va pas faire notre propre engin puis qu'on va vraiment utiliser des outils qui existent déjà. Là, c'est sûr qu'il faut que vous disiez que quand on utilise déjà un engin qui existe, si vous ne l'avez pas déjà appris comment l'utiliser au préalable, bien, vous allez avoir à apprendre comment les personnes ont décidé qu'on devrait faire un jeu. Puis il y a des engins qui sont tellement généraux qu'on va apprendre à faire des choses de manière générale qui ne sont pas nécessairement comment on fait un jeu, mais comment les gens de cette compagnie-là pensaient qu'on devrait faire un jeu. Là, je dis les compagnies, là, mais il y a d'autres engins qui sont open source, comme Godot ou O3DE, anciennement Lumberyard, qui a été jeté par Amazon. Ils l'ont donné au Linux Foundation, en tout cas, bref. Pas important, mais j'aime ça les engins, fait que je connais plein d'affaires. Fait que, par où qu'on va commencer? Ben, on va pas commencer à partir de zéro. On va vouloir utiliser un framework, comme je disais depuis tout à l'heure. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quelques frameworks qui existent. Puis je vais vous donner des pour et des contre de ces différents frameworks-là. Qu'est-ce qui donne accès? C'est quoi leur avantage là, de leur côté? Est-ce que c'est plus convivial à utiliser? Est-ce que ça vous permet d'apprendre plus? Etc. Puis là, j'avais encore des jokes parce que j'aime ça faire des jokes. Fait qu'en gros, quand on commence à partir de zéro, puis qu'on essaie de programmer une application sur Linux, on découvre qu'on peut commencer à se faire éventuellement analyser par la FBI quand on commence à faire des Google Search. Mais dès qu'on écrit Linux, c'est correct. Fait que tu sais, si jamais éventuellement, écrivez Linux à la fin, comme ça vous êtes sûr que quand vous disiez How to kill a child, c'est correct quand que vous écrivez Linux à la fin. C'est une joke là, c'est parce que sur Linux, il y a vraiment des termes que tu peux utiliser comme
comment que je fais pour tuer un enfant avec un fork. Le fork, c'est que tu peux essentiellement partir un autre exécutable à partir d'un exécutable, puis ça, on appelle ça un fork. C'est la fonction fork. Fait que là, si tu n'écris pas ça, puis que tu commences à écrire ça sur Google, c'est louche, mais dès que tu écris Linux, c'est correct. Anyways. On va commencer par regarder une compagnie qui a fait son propre engin de jeu. Peut-être que vous connaissez leurs jeux, là, sont pas tant populaires, leurs jeux. J'exagère, bien sûr. Bon. Ben, en tout cas, c'est Shovel Knight. Mon micro va tomber. C'est Shovel Knight. C'est le Yacht Club Games. Puis eux, ils avaient utilisé SDL pour faire leur engin de jeu. Et ils avaient utilisé l'outil Tiled comme leur éditeur de jeu. Fait qu'on va voir tout à l'heure là, que il n'y a pas nécessairement des éditeurs pour les différents frameworks. Mais parfois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des éditeurs externes qui existent. Tantôt, je vais peut-être pouvoir vous en parler de quelques-uns qui existent, qu'on pourrait utiliser, mais qui ne sont pas nécessairement directement intégrés là, dans les frameworks. C'est nous qu'il faut qu'ils fassent le travail pour les intégrer. Mais bref. Fait qu'eux, ils ont eu la technique d'utiliser SDL, de faire leur engin à partir du langage C++ directement avec SDL. SDL, ça leur permettait d'avoir l'input facile, fait qu'ils pouvaient avoir la détection des touchés avec le clavier facilement. Ils étaient capables de créer des fenêtres sur le système d'exploitation et ils pouvaient aussi là, dessiner à l'écran. Fait que SDL, il nous permet de facilement écrire en 2 dimensions, faire des dessins en 2 dimensions. Fait qu'on peut mettre des images ou whatever. Puis comme vous pouvez voir, là, leur jeu principal, c'est principalement des jeux là, à l'esthétique NES. Fait que pour eux, dans leur situation, c'était avantageux d'utiliser, de faire son propre engin. Souvent parce que les outils pour faire des jeux en 2D dans Unity sont présents, mais c'est pas tant que ça adapté à la 2D. Après ça, ben, on aurait Unreal. Il y a de la 2D apparemment. Moi, j'ai jamais vraiment vu quelqu'un faire de la 2D. Il y en a, là. Il y a des gens qui font des jeux en 2D, là, mais j'ai jamais vu des gens faire des tutoriels 2D d'Unreal. Puis, sinon, ben, on pourrait utiliser d'autres engins comme Game Maker. Sauf que souvent, c'est des engins qui sont envisagés pour des gens qui savent pas nécessairement comment programmer. Et c'est pas tant avantageux d'utiliser ces environnements-là, surtout que souvent, ils ne sont pas nécessairement supportés sur les différentes plateformes, comme par exemple les consoles de jeux. Donc, moi, je vais mettre l'emphase là, sur autant le support sur desktop que sur les consoles de jeux. La raison étant que ben, pour les compagnies de jeux, la majorité de l'argent va se faire sur les consoles. Là, cette information-là est vieille un petit peu, parce que je suis plus... je fais des outils, là, mais je suis plus activement là, un vendeur de jeux. Fait que ça fait peut-être 1 an ou 2 là, que j'avais eu cette information-là. Mais tu sais, sur console, habituellement, là, c'est plus payant que sur desktop. Mais sur desktop, on peut faire quand même assez d'argent. Là. Donc, c'est important là, d'utiliser un outil qui nous permet de facilement viser ces environnements-là ou d'avoir le nombre de tweakages le plus limité. Le nombre de modifications, excusez. Mes anglicismes vont ressortir. Donc, c'est ça. Donc là, on va parler des sous-systèmes de base que je m'attends des différents frameworks qui vont nous permettre de créer nos propres engins. OK? Fait que minimalement, là, quand que j'ai un framework, que j'ai différents frameworks qui apparaissent, j'essaie de voir c'est quoi leur avantage. Tu sais, qu'est-ce qu'ils supportent côté API, qu'est-ce qui nous expose à nous pour que nous, on puisse faire notre propre engin de jeu. Fait que souvent, qu'est-ce que je m'attends, c'est un système pour avoir des inputs. Fait que par exemple, détecter là, que quand que je touche sur mon clavier, ça fait quelque chose. Quand que je touche sur mon contrôleur là, pour savoir si quand je pèse A pour sauter, par exemple, ça va le détecter puis je vais pouvoir le faire. Après ça, je m'attends à avoir du file I/O, fait que du input-output de fichiers, puis que ça soit supporté cross-platform. Des fois, il y en a qui n'ont pas cross-platform, c'est correct. C'est juste que c'est un avantage d'avoir un API principal pour aller analyser des fichiers sans nécessairement utiliser la librairie standard. C'est sûr que là, on pourrait parler de langage de programmation tout à l'heure. Si vous utilisez le C,
souvent le C pour le File.io, c'est quand même très cross-platform. Si vous voulez faire du C++, c'est un petit peu dégueulasse, mais ça fonctionne pareil. Puis en C++, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser le C puis les librairies de C pour faire vos actions. Après ça, un système de windowing, donc pour créer des fenêtres. Ça fait que souvent, là, les différents OS vont avoir un système pour créer une fenêtre. Ça, c'est la première étape. Après ça, ben, c'est de littéralement dessiner à l'intérieur. Fait que dans le output, c'est l'aspect graphique. Donc, comment on fait pour dessiner quelque chose dans la fenêtre. Après ça, on a de l'audio, nécessairement. Je vais parler un petit peu d'éditeur et de scripting. Il n'y en a pas vraiment. C'est des frameworks. Ils ne visent pas nécessairement d'avoir des éditeurs. Quand on a des éditeurs, souvent, on pense à des engins de jeu. C'est eux qui vont avoir des éditeurs. Moi, je trouve que c'est un problème du côté des frameworks. Ils devraient avoir une manière ou un éditeur qu'on pourrait facilement intégrer. Mais présentement, ce n'est pas le cas pour la majorité des frameworks. Scripting, bon, scripting, c'est un grand sujet. Souvent, les frameworks vont être écrits en C parce que c'est la majorité des plateformes, ça va être le langage principal qu'ils vont utiliser. Donc, le C ou le C++. Fait que quand je dis scripting, c'est un petit peu large parce qu'il y a beaucoup de langages qui sont pas nécessairement du C ou du C++ que vous pouvez utiliser, qui sont relativement bas niveau, comme par exemple du Zig, du Odin. J'essaie de penser à tous les langages qui essaient des C++ killers. Là. Ah, le Rust, bien sûr, parce que moi, je pense jamais à ça parce que c'est... Je parlerai pas du Rust. Mais... non, c'est parce que en tout cas, c'est pas grave, man. On en parlera après, à la limite. Puis la dernière partie, ça serait le support de plateforme. Donc, est-ce que ça supporte autant desktop et les consoles? Fait qu'on va commencer par regarder SDL. Donc, pour chacun, là, je vais comme mettre des plus, etc. pour chacun des choses supportées. Donc, j'ai mis, là, vous avez sûrement remarqué, là, le File.io puis le System Windowing. Là. Fait que quand que je... Habituellement, pour faire des graphiques, il faut que tu ailles une fenêtre. Là, fait que je l'ai comme intégré à l'intérieur. Puis le File.io, je l'ai mis à l'intérieur des inputs. Là. Fait que quand que je fais mon analyse, c'est tout le temps relatif à ça. Donc, avec SDL, ouais, je pense que j'ai même pas de subpar. Fait que dans mon historique de s'il y en a qui sont pas bons, correct, bon, puis très bon, il y en a aucun qui a un moins. J'aurais dû y penser, mais j'ai pas mis de moins nulle part, fait que c'est pas grave. Donc, avec SDL, comme je disais tout à l'heure, un des avantages de SDL, c'est qu'on on peut dessiner en 2D dans la fenêtre. Ça, c'est cool. Ça nous donne un certain support. Sauf que là, dès qu'on veut faire de la 3D, le gros désavantage de SDL, c'est que là, il faut commencer à utiliser un API graphique. Fait que là, peut-être que vous allez vous dire, c'est bizarre qu'il y ait quelqu'un qui nous parle de programmer un engin, qui nous dit, ouais, ça ne me tente pas de programmer en OpenGL ou en Vulkan ou etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Fait que programmer en OpenGL, ça t'apprend pas nécessairement à programmer un engin graphique pour de vrai. Ça t'apprend à programmer en OpenGL. Un petit peu comme apprendre à utiliser Unity, ça va t'apprendre à faire des jeux avec Unity. Donc, souvent, il y a des affaires dans OpenGL qui datent de... Si vous avez 20 ans, je ne sais pas c'est quoi vos âges, mais si vous avez 20 ans, il y a des choses dans OpenGL qui datent de même avant que vous soyez né. Donc, c'est vieux, c'est encore dans l'API. Ils n'enlèvent pas nécessairement les mauvaises parties de l'API parce qu'ils veulent avoir du support, là, du backporting. Je sais pas je me rappelle pas comment le dire, là, mais et ça fait en sorte que tu apprends à utiliser un API, mais pas nécessairement pour faire de la 3D. Tu apprends à utiliser un API parce que l'API est designé d'une certaine manière. Puis ça veut pas dire que si tu fais quelque chose à un certain moment donné, que ça a un lien direct entre faire de la 3D puis gérer des graphiques. Donc, tu apprends des affaires qui sont relatives à juste OpenGL. Du côté
audio. Fait que là, je vais changer de secteur. Du côté audio, SDL, il supporte quand même pas pire de choses. Il nous permet de jouer un son et de jouer de la musique, de faire du streaming. Parce qu'habituellement, là, de la musique, c'est un plus gros fichier audio. Fait que souvent, on va faire du streaming directement du disque dur. Fait que SDL, il supporte là, du streaming directement du disque dur pour jouer de la musique. Et on peut changer le pitch et de faire du panning. Fait que là, je vous dis ces choses-là. Du panning, c'est de faire des choses gauche-droite. C'est qu'il y a certains frameworks que c'est tellement bare bones que vous devez mixer vous-même la musique et vous devez vous assurer de faire le pitch, le panning, etc. Pourquoi que SDL n'a pas 3+ pour l'audio? Ben, la raison, c'est qu'il ne supporte pas de faire de l'audio en 3D. Fait que c'est vous qui va devoir faire le système pour gérer le positionnement audio en 3D. Fait que ça, c'est juste, ben, je vais dire, c'est juste quelque chose, mais c'est que ça a une certaine complexité à ajouter. Fait que si vous voulez avoir quelque chose qui vous permet de faire de l'audio en 3D direct, ben c'est pas le cas avec SD. Le support de plateforme, il y en a 2+. Pourquoi qu'il y a 2+? La raison principale, c'est que il est supporté sur tous les desktops. Fait que par exemple, Linux, Windows, Mac, de moins en moins avec Mac, je pense. Puis c'est supporté aussi sur les BSD si vous êtes cranké. Donc c'est quand même intéressant. Pour les consoles, j'y ai donné un, parce qu'habituellement, là, si tu supportes tous les desktops, je te donne 1+. Mais si tu supportes une console au moins, ben, je vais te mettre un autre plus. Fait que pour SDL, il supporte là, la Switch. Fait que si jamais vous voulez targeter la Switch, pour les jeux indie en plus, la Switch c'est très prometteur, très vendeur. Donc habituellement, là, c'est une bonne plateforme à avoir. Mais si jamais vous voulez viser Xbox, PS5, Xbox Series X puis PS5, oubliez ça. Scripting, il n'y a pas vraiment de scripting. Puis d'éditeur, il n'y a pas vraiment d'éditeur. Fait que là, on va changer pour un autre framework. Excusez, j'ai oublié une affaire que parce que j'ai pas mes notes avec moi, je l'ai pas dit. Fait que le gros avantage de SDL, ok, c'est que SDL, peut-être que Sam, est-ce que tu avais déjà entendu parler d'SDL? J'en avais pas entendu parler, honnêtement. Pour ça, je trouve ça vraiment surprenant parce que jusqu'à maintenant, je pensais que c'était avec Unity que Shovel Knight était développé, mais maintenant que tu le dis, c'est drôle, ça tombe bien parce que j'avais justement une question. SDL, s'il n'y a pas de scripting, comment que toute la logique a été faite derrière Shovel Knight, par exemple? Bon, donc, quand ils ont fait leur engin pour le jeu Shovel Knight, ils ont utilisé SDL comme framework graphique, puis pour l'audio, les inputs, etc. Côté tout gameplay, ils ont tout fait en C++. Ils sont un petit peu craqués. Mais ça se fait de faire du scripting en C++. Là. Ah, ok, c'est juste que ça n'a pas été fait. Comment je peux dire ça? Ça a été en C++, oui, mais rattaché avec SDL, un peu comme Unity, en fait. Ouais. C'est comme si. On disait scripting NA, je pensais que c'était comme pas du code directement, mais c'était comme du pseudo-code, du drag and drop à la Game Maker. Ah oui. Ouais, je devrais peut-être faire la distinction. C'est pour ça que j'avais mal interprété, mais là, je vois que il y a bel et bien du vrai code à Shovel Knight. C'est bon. Fait que moi, qu'est-ce que je voulais dire là, côté scripting, qu'est-ce que je veux dire, c'est que on utilise un langage qui est peut-être un petit peu plus haut niveau que le C. Parce qu'on peut programmer tout le code gameplay en C si on veut, là, ça se fait. Mais souvent, on va être vu comme quelqu'un de plus craqué. Mais je veux dire, comment il s'appelle? Le gars qui a fait Doom, là. John Carmack et John Romero. Oui, c'est ça. John Carmack. Fait que John Carmack, il a fait. Il a programmé le premier Doom tout en C, tout le code gameplay, code engin en C. Puis il a fait ça, je pense, pour Quake 1, 2. Mais c'est à partir de Doom 3 ou Doom 2 qu'ils ont commencé à faire en C++. Parce que le C++, c'était plus facile de travailler en équipe puis pour faire du scripting gameplay essentiellement. Là.
Ouais, Mais il peut pas battre le gars qui a fait Roller Coaster Tycoon, que lui, il l'a fait direct en assembleur, l'assemblage. là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est... Ouais, Genre, je pense ouais, ça c'est qu'il intense. disait, genre, le premier Roller Coaster Tycoon, c'est genre 95% genre de l'assembleur, puis genre le 5% qui reste, c'est le seul bout qu'il pouvait pas faire parce qu'il devait faire du OpenGL ou de quoi de même, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est C'est spécial. C'est un autre niveau, là. très spécial. Donc, c'est ça. Fait que SDL, la grande avantage, là, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est utilisé par beaucoup de studios. Fait qu'il n'y a pas juste là, Yacht Club Games ou. Ben, je vais en donner d'autres. Là. Par exemple, si je me trompe pas, Unreal utilise en arrière-plan SDL. Je sais que Valve, ben, la compagnie là, qui a fait Half-Life 1, 2, peut-être 3 un jour, ben, ils ont tous utilisé SDL pour faire tous leurs jeux, là, donc Team Fortress, etc. Là. Donc, c'est supporté partout, puis à beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de compagnies qui ont utilisé ce framework-là. Fait que pour les gens qui veulent avoir cette certitude que le framework va encore exister ou que ça a une certaine valeur. Souvent, il y a des gens qui vont dire genre ah, mais tu sais, Unity, c'est tellement populaire que ça peut pas mourir. Pas trop d'accord, mais en tout cas. Le point, c'est que SDL, c'est un petit peu la même chose. Ça fait tellement longtemps que SDL existe. Puis SDL a tellement été utilisé par différentes compagnies que c'est quand même un pilier, là, si on veut, à l'intérieur là, de la création d'engins. Donc, et voilà. Donc là, on va aller au prochain. Donc, notre prochain framework, ça va être un framework qui est un petit peu différent. Donc, Raylib, c'est un framework qui se veut plus, comment dire, il essaye d'être simple à utiliser. Il nous donne un API vraiment simple. Fait que comment il peut faire ça? Ben, c'est qu'essentiellement, Raylib a commencé à être développé en 2018 et il avait vu qu'est-ce que SDL avait fait à travers tout le temps. Puis le gros problème avec SDL, c'est que c'est vieux, là. Ça date des années 90, là, fin 90. Puis au début, c'était du code GPL. Puis ça a été changé là, à du Zlib, je pense. Si vous connaissez pas les licences, à la limite, je pourrais expliquer, là, Samuel, si jamais tu connais moins, là, mais je prendrai du temps à la fin là, pour expliquer là, les différentes licences là, pour le code. Mais bref, fait que GPL, souvent, c'est une licence là, qui est virale. Fait que, bref, fait que, c'est ça. Fait que SDL, c'est vieux. Raylib, ben, il a pu apprendre des erreurs, si on veut, de SDL. Puis, il a vraiment fait un API simplistique. Fait que c'est vraiment là, pour les gens qui veulent commencer, mais que ça soit simple, vous pouvez commencer avec Raylib. C'est programmé en C. Vous pouvez faire votre scripting en C si vous voulez. L'API est quand même très bien détaillé. C'est quand même relativement clair. Il y a un défaut, puis je vais arriver au défaut en parlant des graphiques. Le défaut principal, c'est que ça l'utilise seulement OpenGL. Le fait que ça l'utilise seulement OpenGL, ben, peut-être que vous allez penser à c'est pas supporté sur Mac, en effet. Ou sur console, quand on va parler du support de plateforme, là, c'est pas vraiment bien supporté. Aussi, pourquoi que c'est un plus avec les graphiques, c'est qu'on peut faire de la 2D, on peut faire de la 3D avec Raylib. Ça se fait bien, c'est convivial. Sauf que si on veut apprendre comment faire notre engin graphique à partir de zéro, on peut pas vraiment. C'est tout déjà un petit peu préfait pour nous. Fait que Raylib, c'est pas nécessairement un engin, c'est vraiment un framework, mais il fait déjà la majorité du travail d'afficher des graphiques 2D, 3D à l'écran. Mais si on veut faire plus de choses custom, c'est là que ça commence. Ben, custom, c'est plus. Je pense que les mots ne viendront pas en français, là, mais plus adapté à ma situation, par exemple, avec des shaders. Si on veut programmer nos propres shaders, ben, Raylib, c'est moins ça la réalité. Là, je vais dire c'est quoi un shader, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde sait c'est quoi un shader. Donc, essentiellement, dans les débuts 2000, le début 2000, c'est comme le début de la 3D, là, fait que je vais souvent parler des débuts 2000. Les compagnies de cartes graphiques, donc entre autres Nvidia,
a dit qu'on devrait commencer à faire un langage de programmation qui serait utilisé seulement sur les cartes graphiques. Fait que, essentiellement, on écrirait dans ce langage de programmation-là, puis on enverrait notre code à la carte graphique, puis la carte graphique, elle ferait des choses. OK, mais comment qu'on interagit entre, entre notre code de notre jeu et la carte graphique? Ben, comment que ça fonctionne, c'est qu'on peut dire, on va avoir accès avec les API comme OpenGL, Vulkan, Metal, DirectX, on va avoir accès à des vertex buffers ou des buffers qu'on peut comme assigner des valeurs directement à partir de notre exécutable. Souvent, comment que ça va fonctionner, c'est qu'on va dire au début du jeu, je load mon mesh. Et là, ben, tu dis à ton shader qui est déjà loadé dans ta carte graphique, je veux qu'à telle section du shader, que tu ailles le mesh. Puis là, à chaque fois que le shader va dessiner à l'écran, ben, ça va dessiner le mesh en question à partir de la mémoire qui réside directement dans le GPU. Donc, les shaders, ça nous donne beaucoup de pouvoir. Fait qu'aujourd'hui, on a plein de shaders différents. Parce qu'au début, on avait 2 types de shaders. Puis avec le temps, ben, on a ajouté des nouvelles versions parce qu'on veut avoir des fonctionnalités plus poussées. Fait que je vais y aller simplement. Là. Fait qu'on retrouve un vertex shader puis des fragment shaders. Fait que les vertex shaders, c'est les différents points. Ça va contenir l'information pour les différents points d'un modèle. Fait que par exemple, qu'on a un triangle à l'écran, ben, un vertex shader, ça va contenir les points ainsi que les positions de chacun des points. Mais ça ne va pas nécessairement contenir la couleur finale que notre modèle devrait avoir. Fait que le fragment shader, c'est après qu'on ait affiché toutes les vertex, tous les points. Et là, on va prendre le fragment shader, puis on peut partager de l'information entre le vertex shader puis le fragment shader. Puis qu'est-ce que ça va faire, c'est que dans le fragment shader, on va donner la couleur à notre écran. Fait que le fragment shader, il fonctionne directement sur les pixels à l'écran. Tandis que le vertex shader, il fonctionne à créer la géométrie, si on veut. Là, aujourd'hui, on a des compute shaders. Compute, ça veut juste dire on va faire des opérations mathématiques. Un environnement là où il utilise beaucoup de compute shaders, c'est l'engin de jeu Unreal. Puis la raison, là, si vous entendez Lumen ou toute la nouvelle technologie là, que Unreal Engine utilise, ils utilisent des compute shaders pour y arriver. Bon. Fait que là, je vous parle de shaders, ça fait comme 1 ou 2 minutes. Clairement, c'est important, mais c'est que ça te permet de vraiment adapter ton jeu puis de faire beaucoup de customisation pour rendre ton jeu plus attrayant. Puis tu sais, plus que tu as le contrôle sur ta carte graphique, plus que tu peux afficher de particules ou de différents éléments. Tu peux faire des effets visuels. Tu peux faire des effets visuels dans Raylib, mais tu es limité, je pense, à des fragment shaders principalement. Donc, tu peux juste modifier l'image de fin. Tu peux pas nécessairement modifier tant que ça la manière que le contenu ou les particules vont bouger. Fait que c'est pour ça qu'il y a juste un plus à Raylib. C'est que c'est tellement simplifié que ça fait la majorité du travail pour toi. Si tu veux l'utiliser pour faire un jeu de Game Jam, c'est une très bonne solution parce que justement, tu n'as pas tout à faire de A à Z. Mais ça ne veut pas dire que tu vas apprendre comment le faire de A à Z pour faire, par exemple, un engin graphique. Fait que dans la situation où tu veux apprendre comment faire un engin graphique, ben Raylib, c'est moins valable. Si tu veux faire un engin qui utilise Raylib, là, ça serait valable parce que tu apprendrais différentes choses, mais c'est ça. Côté audio, ça a le même support audio que SDL. Donc, il n'y a pas vraiment de changement avec ça. Côté input, même chose que SDL. Côté scripting, la personne qui a fait le framework il y a plein de versions. C'est supporté pour plein de langages. Fait que c'est supporté pour du Lua, c'est supporté pour du C#, c'est supporté pour le... Ben, je vais vous nommer d'autres langages. Là. Le Beef. Beef, c'est du C#, mais que c'est du C++. Là. Fait que c'est comme... tu programmes en C#, mais tu as accès à gérer ta propre mémoire, là, essentiellement. Raylib n'a pas nécessairement d'éditeur de jeu. Tu peux pas modifier ta scène, etc. Mais tu as plein de petits éditeurs pour créer, par exemple, tes icônes, créer
des sons, etc. Fait que si vous allez voir le Raylib en ligne, vous allez voir qu'il y a plein de petits outils que vous pouvez utiliser qui sont reliés à l'engin de jeu. Puis ça vous simplifie la vie pour faire plein de petites choses là, qui sont pertinentes dans la création de votre jeu. Le support de plateforme, c'est un plus. J'aurais pu mettre un plus simple. C'est supporté seulement sur desktop et pas sur console. Fait que si vous voulez le supporter sur console, ben ça va être à vous de le faire. Ça peut être intéressant de le faire, là. C'est juste que par défaut, c'est pas le cas. Puis moi, j'aime ça avoir des affaires par défaut des fois. Là. Fait que là, on va aller au prochain framework. Il nous en reste 2 autres. Là. Donc, au prochain framework. Donc, le prochain framework, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de plus pour les graphiques. C'est que la manière que les graphiques ils ont été créés, l'API pour les graphiques, on a accès à tout. On peut utiliser tous les shaders différents qui existent. Fait que notre jeu, il peut ressembler à qu'est-ce qu'on veut. Tu peux pas juste dire au framework, dessine-moi un mesh. Il faut que tu fasses ton propre engin graphique qui load les vertex, qui load les différents shaders, puis qui agit sur ces différents shaders-là. Mais une raison pourquoi que j'ai beaucoup de plus, c'est que la manière que c'est programmé de manière générationnelle. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, en fait, exemple que vous aimeriez faire un path tracer comme ou un ray tracer comme dans l'ancien temps, là, quand ils commençaient à faire des engins en 3D. Fait que souvent, comment ça fonctionnait, c'est qu'ils le faisaient en software, puis ils le faisaient pixel par pixel. Ben, Kink, ça supporte ça. Tu peux faire ton engin en te basant sur les vieux concepts, juste parce que tu aimerais ça apprendre comment c'était fait dans le temps. C'est possible de le faire, parce qu'ils ont 4 versions de l'API graphique. Fait qu'ils ont G1, fait que ça c'est pour faire des graphiques avec un pixel. G2, pour faire de la 2D. Puis là, G3, il a comme pris le bord. Fait que la raison, c'est que c'était l'API graphique qui nous aurait permis de faire des jeux sur les premières consoles, comme par exemple Xbox ou PS2. Ou PS1 aussi. Le problème, c'est que c'est plus vraiment des plateformes supportées. Puis quand que Kink a été commencé en 2016, un petit peu avant. Mais vers 2016, ces consoles-là n'étaient plus vraiment populaires. Puis on était plus avec G4. Fait que G4, c'est essentiellement un API pas nécessairement similaire à OpenGL, mais qui va nous permettre de faire les mêmes opérations de base que OpenGL fait. Mais en arrière-plan, ça va utiliser OpenGL pour afficher les graphiques, ou ça peut utiliser Vulkan. Lui, son avantage, c'est qu'il supporte tous les back-ends graphiques. Fait qu'il supporte autant Metal, DirectX, Vulkan et OpenGL, etc. Donc, il y a vraiment là, beaucoup de support. Puis, quand on parle de G5, ben, c'est que, comme je vous disais, G4, c'est comme l'API qui ressemble le plus à OpenGL. Ben, G5, c'est l'API qui ressemble le plus à Vulkan ou Metal. Fait que, si jamais vous voulez apprendre comment que ces API-là fonctionnent un petit peu, ben, vous n'êtes pas obligé de les utiliser directement. Vous pouvez les utiliser avec G5 pour le faire. Mais après ça, vous ne serez pas nécessairement obligé d'utiliser l'API développée par Chronos. Donc, moi, je trouve qu'il y a un intérêt avec ça parce que j'aimerais apprendre comment faire mon engin en 3D avec ces différentes API-là, mais je ne veux pas nécessairement avoir tout l'arriérage ou tous les petits quirkiness de ces différentes API-là qui changent de plateforme en plateforme. Fait que ça me donne un API ou des fonctions de base que je peux utiliser relativement tout le temps. Puis ça me permet de vraiment apprendre comment que ça fonctionne relativement en arrière-plan, sans nécessairement être dépendant de comment que Apple voulait le faire ou comment que Windows voulait le faire, Microsoft. Côté audio, c'est très bare bones. Essentiellement, ça va vous donner un playback, une fonction qui va être appelée. Puis ça va vous dire, quand que la fonction est appelée, vous pouvez mixer vos sons ensemble pour faire en sorte qu'il y ait des sons qui sortent dans les speakers. Fait qu'il faut avoir idéalement un programmeur audio pour travailler avec cet engin-là, là, pour
Mais il y a des... En tout cas, moi, présentement, je suis en train de me faire ma propre version, là, si on veut, pour avoir l'audio de SDL, mais dans Kink. Là. Fait que... Et voilà. Sinon, pour les inputs, l'avantage de Kink, c'est que ça supporte tous les types d'inputs. Fait qu'exemple que vous avez genre un pen sur Mac, par exemple sur iOS, c'est supporté. Vous avez un VR, c'est supporté. Fait que ça essaie de supporter là, quand même le plus d'inputs possible. Ça supporte l'input de PS5, PS4, Xbox 3, Xbox One puis Xbox One X, etc. Ah, je mélange. Xbox, là, je suis plus capable de dire leur nom. Là. Je sais même plus quelle génération que je parle quand que je dis, tu sais. Parce que One X, c'est genre Scorpion. Puis là, ils sont rendus à Series X, puis Series S. En tout cas, c'est n'importe quoi. Ceci dit, là, on va parler de scripting. Le scripting avec Kink, c'est pas très très poussé. Donc, il y a un framework qui a été créé par-dessus Kink qui s'appelle K, qui utilise un langage de programmation qui s'appelle Hax. Hax, c'est juste un langage qui est transpilé dans d'autres langages. C'est un langage un petit peu spécial. Fait que par exemple, que vous programmez en Hax puis que vous voulez targeter le web, ben, ça va compiler en JavaScript. Mais exemple que vous voulez targeter le desktop, ça va vous créer du C++. Mais à partir du même type de langage. C'est tout le temps le même langage, mais ça te génère tout le temps d'autres méthodes de compilation, là, tout dépendamment où tu vises. Moi, personnellement, j'utilise Kink, j'utilise pas K, parce que j'aime être en C, parce que je suis un petit peu craqué. Mais vous n'êtes pas obligé d'être craqué comme moi. Là, si vous voulez travailler plus haut niveau, là, il y a la possibilité aussi. Support de plateforme, ben, le jeu que vous voyez à l'écran présentement, c'est le jeu Crosscode. Fait que le jeu Crosscode, il est supporté partout. Mais Kink est utilisé pour le jeu Crosscode seulement sur console. Mais ça veut dire que Kink est supporté sur PS4, PS5, toutes les Xbox, parce que là, ça ne tente pas de les nommer, puis sur la Switch aussi. Donc, ça nous donne quand même un bon inventaire. Quand on veut se faire une compagnie, qu'on veut se faire un jeu qui va être targetable partout sur toutes les plateformes, ben, on y a accès. Puis l'avantage aussi avec le framework, c'est que si vous avez fait un jeu, ben, on peut juste demander au créateur, puis il va vous dire, OK, tiens, je te donne le... Puis pour avoir signé le NDA là, avec Sony ou Microsoft, mais dès qu'on a signé nos NDA, ben, il va nous donner accès au code source pour pouvoir targeter ces plateformes-là. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que là, on va parler de Sokol. J'ai pas marqué le nom de lui ici, mais je pense que j'avais pas marqué celui-là de Kink non plus, mais bref. Fait que Sokol, son avantage, c'est que c'est un framework très 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 similaire à Kink. Mis à part là, le support sur toutes les plateformes, là, c'est très, très très similaire. Ça a des API graphiques générationnels un petit peu. Puis ça va supporter DirectX, OpenGL, Metal. Donc il y a plein de plateformes de supporter. Côté audio, ça va être similaire à Kink. Côté input, même chose. La différence, ça serait plus côté scripting, on retrouve du support pour plein de langages. Puis l'éditeur, ben, c'est qu'il va avoir des gens qui ont fait des éditeurs là, avec ce framework-là. Fait que c'est le fun là, si on peut réutiliser les éditeurs de d'autres personnes dans ce cas-là. Puis le support de plateforme, c'est quand même plus. Fait que c'est quoi la grande différence? T'sais, je vous ai parlé de Kink, puis là je dis c'est la même chose que Kink. Fait que c'est quoi la différence? Mais en fait, c'est que Sokol s'est développé en utilisant la technique Single Header Libraries. Fait que si vous savez pas c'est quoi, c'est que en gros, en développement C++, quand on veut avoir des librairies, souvent c'est comme compliqué de les intégrer dans d'autres projets. Fait que il y a peut-être 10 ans, il y a quelqu'un qui s'est dit je veux développer une nouvelle technique de développer des librairies en C. Fait que est arrivé le style de librairie là, STB qu'on dit là. Fait que Sean T. Barrett, là, c'est un dude quelconque là, sur des internets, là, un petit peu plus vieux, qui a commencé à programmer en C il y a peut-être longtemps. Puis sa technique, c'est que
tu as juste besoin d'un fichier .h pour créer ta librairie. Et à partir de ce fichier .h-là, tu as juste à le copier, tu le mets dans ton projet, that's it, tu as la librairie, puis tu es capable de l'ajouter à ton code facilement. Donc, comment que Sokol fonctionne, c'est que chacun des sous-systèmes, fait que par exemple, si on veut juste le système graphique, si on veut juste le système de fenêtre, juste le système audio, etc., ben, on est capable d'y accéder seulement avec un fichier .h. Donc, pour les gens qui veulent juste avoir accès à un fichier .h, puis après ça, l'intégrer dans son projet, c'est vraiment magique. Personnellement, moi, j'aime ça, mais c'est pas nécessairement le framework que j'utilise. Moi, j'utilise Kink. Ma préférence n'a pas d'influence sur vous. Là. Vous pouvez choisir n'importe quel, essayer n'importe quel, puis vous allez voir là, qu'est-ce que vous préférez. Il y en a d'autres que j'ai pas nommés parce que là, il y en a peut-être 2 autres, là. Mais on les analysera pas aujourd'hui. Fait que les autres, là, qu'on pourrait nommer, ça serait SFML. Fait que SFML. Et BGFX. Donc, SFML va être plus proche de Raylib, tandis que BGFX va se rapprocher de Kink et de Sokol, essentiellement. Donc, sur ces images de toutes les différentes étapes qu'on a besoin pour créer son propre engin, là, je laisserai plus le temps pour des questions, là, si jamais, Samuel, tu avais des questions. Mais moi, officiellement, j'avais terminé la présentation. Aussi, Emmanuel, tu pourrais aussi avoir des questions, en effet. Là, fait que, j'espère que vous avez apprécié là, la présentation. Puis, si jamais, éventuellement, il y a d'autres personnes là, qui regardent la vidéo plus tard puis qui ont des questions sur qu'est-ce que j'ai dit, vous allez aussi pouvoir poser des questions directement là, dans le Discord du club. Donc, je suis dans le Discord, là, fait que je suis capable de vous répondre à cet endroit-là. Idéalement dans la section générale, parce que j'ai pas la section activité, parce que je suis pas un étudiant. Donc, voilà. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Puis, j'ai déjà une question en partant. Parmi toutes les API pour starter un engin de jeu que tu as présenté, c'est lequel exemple? Je sais que tu as mentionné tantôt que tu avais travaillé pour Ubisoft Québec, Montréal, excuse-moi, mais est-ce que tu avais déjà travaillé pour une compagnie où tu bâtir un engin de jeu avec un de ces API-là? Donc, présentement, le problème, c'est que il n'y a pas nécessairement... Bon, je partage encore mon écran. Est-ce que vous voyez encore là, mon browser web? Ouais, ça marche. En tout cas, de mon bord. Okay. Oui, tout est beau. Parfait. Fait que il y a certains frameworks qui sont utilisés pour créer des engins que tu peux genre pas acheter là, mais utiliser. Arfan 3D. Fait que ça, c'est un engin qui a été fait à partir de. Je parlais de BGFX là, il y a quelques instants. Fait que BGFX GitHub. C'est une rendering library, là, BGFX. Puis, il y a une compagnie qui a décidé, ben, je vais faire mon propre engin à partir de ça. Et ils ont fait un éditeur, puis ils ont plein de scripting. Là. Ils supportent le Go, le Python. Je ferai pas un jeu en Python, là, mais en tout cas. Fait que du Go, du Python, puis du Lua, etc. Puis ils sont open source, fait que si jamais vous voulez les utiliser, ben ça peut être quand même intéressant si vous voulez pas commencer à partir de zéro, puis que vous voulez une alternative à Unreal ou Unity. Fait que, est-ce qu'il y a une compagnie 3A qui utilise présentement les frameworks? Non. Pourquoi? Je pense qu'ils sont pas tant que ça au courant que ça existe. Ou s'ils sont au courant que ça existe, ils n'utilisent pas ça à leur avantage. Ils ont toutes leur. Présentement, là, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils font toutes leur propre version interne de ça. Donc chez Ubisoft, ils vont avoir. Mais c'est pas vraiment une API qui est utilisée par plein de personnes. C'est ça l'affaire. Fait que c'est vraiment plus quelque chose qui est interne à cette compagnie-là. Il ne sera pas nécessairement réutilisable à l'extérieur. C'est sûr que je dirais à des compagnies futures qui veulent être des futurs 3A ou des petites compagnies indie, commencer avec des frameworks, ça pourrait être une bonne idée, surtout si vous voulez faire votre propre engin, mais sans avoir tout le
tout l'effort à faire pour supporter toutes les plateformes et toutes les différentes API, etc. Ah, Ok, ben, ouais, ça répond à ma question. Je vais demander surtout parce que je savais que c'était courant pour plusieurs studios d'avoir leur engin maison, comme justement tu avais dit Ubisoft ou bien Activision avec Treyarch, Beanox et compagnie qui ont leur propre engine pour code, mais je trouve ça intéressant de voir qu'eux, on dirait qu'ils ont starté à zéro probablement et non un des engins que tu viens de me présenter. Je veux dire, un des frameworks que tu viens de te présenter aujourd'hui. Mhm. Ben, c'est qu'eux, souvent, ça fait tellement longtemps qu'ils ont fait leur engin que souvent, ils ont tout eu à faire, puis ils veulent pas nécessairement jeter leur code parce qu'ils ont investi du temps et de l'argent là-dedans. Là, ouais. c'est clair. Comme, Fait que c'est ça. tu sais, comme, tu sais, dans les grosses compagnies, je pense qu'il y a un peu comme deux façons, là. Ben, principales, genre, t'as soit ceux qui ont fait comme à partir de zéro, tu sais, comme Ubisoft, là, que eux, ils roulent pas mal sur des versions updatées, genre, de leur engin qu'ils avaient créé dans le début des années 2000, là, qui est genre Scimitar, puis là, après ça, genre, dans le fond, ils ont construit par-dessus avec CryEngine. Anvil, puis là, genre, t'as... toi, genre, tu sais, quand on était là, genre, ils travaillaient sur Anvil Next, là. Genre, je sais pas si ça a Ouais. marché au final, là, mais en tout cas. Faudrait demander à Antoine. Ouais, Parce c'est que ça, il lui, il me faudrait semble demander. parce qu'il avait commencé à travailler, il me semble, Ouais. sur ça là, pour avoir un access point principal. Essentiellement, Anvil Next, là, Samuel, c'était comme avoir un genre de Unity que tous les studios pouvaient utiliser, mais Ouais. qui était interne à Ubisoft. Là. Parce que ce qui était niaiseux un peu de chez Ubisoft, c'est que, en gros, tout le monde utilisait Anvil, sauf que chaque production, c'est-à-dire, tu sais, admettons, t'as Rainbow Six, t'as genre For Honor, que nous autres on a travaillé dessus. Puis là, tu sais, des productions là, chez Ubisoft, il y en a, là, des jeux, puis des jeux, là. Puis dans le fond, chaque production avait leur version d'Anvil. Fait que c'est comme un peu niaiseux parce que chaque production créait des outils pour Anvil, puis se les partageait jamais, genre. Ah, ouais, c'est surprenant. Alors, Ouais. mais exemple, je veux dire, il devait quand même avoir un certain outil pour que tous leurs projets soient interopérables. Ben, c'est ça. T'avais comme la base C'est le de but. Anvil, genre, qui était comme commune. Mais tu sais, Ah ouais, moi, là, comme ce que j'ai fait comme stage chez Ubisoft, là, en gros, c'était, ben, il y a telle production qui a fait tel outil vraiment cool sur Anvil, puis on aimerait l'avoir. Fait que dans le fond, on te donne 4 mois pour aller fetcher leur code, genre l'intégrer à notre vieille version d'Anvil, puis à patcher les trous pour que ça marche. Puis ça a été ça ma job pendant 4 mois. ah ouais, c'est. Mais dans le fond, toi, si j'ai bien compris, tu étais plus dans l'équipe Engine ou ben. Moi, j'étais plus dans l'équipe Tool en fait, genre que. Ok, cool. Ok. Ouais, c'est ça. Mais, mais tu sais, on était proche de l'équipe Engine, là. Puis en fait, JS, lui, était dans l'équipe Engine, là. Il faisait du design sonore, là. Ben, en fait, de la programmation sonore, là. Ouais, programmation audio. Ouais. Fait que, mais c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, puis là, c'est ça, genre. Fait que, tu sais, t'as des gros Ubisoft que eux, ils ont créé leur engin à coups de millions il y a une couple d'années, puis que ils, ils font des reruns de ça, genre, puis des modifications de ça, genre, année après année, là. Tu sais, moi, quand j'ai travaillé là-bas, là, je peux te dire, j'ai vu du code, là, que c'était... En fait, c'était assez drôle, là. Nous, on voyait du code que c'était Prince of Persia, genre. Parce qu'en gros, l'engin Scimitar à la base, il avait été fait pour un des premiers jeux Prince of Persia, genre. Puis Man. il y avait des classes qui s'appelaient genre Pop, ouais, Pop. Puis c'était comme Prince of Persia, genre. Ouais. Mais c'est Ah ça, puis ouais, on dirait que il y les avait autres ce type de gros, nommage-là, de nomenclature pour les classes. ouais, c'est Ouais. ça. Puis c'est ça, tu sais, l'autre grosse avenue, je pense que c'est
Unreal a toujours été très 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 populaire, là, que ça te donne quand Ouais. même assez de liberté sur le code sans pour autant tout refaire, là, parce que bon, quand tu fais un engin from scratch au complet, genre, tu startes à une coupe de millions, là. Mhm. Et là, l'avantage avec aujourd'hui, c'est que on a une nouvelle réalité avec plein de frameworks, fait qu'on n'est pas Ouais, obligé de c'est ça. commencer from scratch, tu sais. Ouais, c'est sûr, là, c'est exactement l'avantage. Tu prends un framework puis tu l'adaptes selon tes goûts puis tes intérêts. Comme un bon exemple que je connais, le premier Metal Gear Solid, je sais que Kojima Production, ils avaient créé leur propre game engine. Je me rappelle plus quelle base qu'ils avaient utilisée, mais je pense que ça avait genre pris 3-4 ans à créer leur game engine spécifique pour les jeux d'infiltration. Fait que c'est là que c'est intéressant. C'est quand tu sais que tu vas créer avec cet engine-là un type de jeu en particulier. Mhm. Puis il y a plein d'autres exemples de même en fait, là, mais. Fait que je vais repartager mon écran parce que j'avais repensé à quelque chose, là, fait que la personne qui fait la librairie Raylib, à un moment donné, il avait fait un document pour montrer tous les engins custom qui existaient. Fait que OK? par exemple, chez Ubisoft, là, ils disent tous les engins qu'il y a, fait qu'Anvil Next, Disrupt, ouais, ça a de l'air louche, Disrupt, là, mais UbiArt, Snowdrop, Dunia. Puis, C'est pour ça que Watch Dogs euh, ça marche pas, genre, c'est parce qu'ils ont pas utilisé. en effet. Après ça, il parle de plein d'autres engines, mais il parle pas juste des AAA. Là. Fait que, tu sais, si tu veux savoir les AAA, ça ressemble à quoi, c'est bien détaillé. Mais si tu veux savoir plus les middle-size studios ou etc., ben, ça va te montrer tous les engins qu'ils utilisaient. Je pense qu'il parle là, justement de certains jeux qui ont été faits à partir de framework. Fait que, par exemple, là, je sais pas si tu connais là, Northgard, Evoland ou Evoland 2, là, mais essentiellement, ils ont fait un framework, eux, qui est programmé en Hacks. Puis ils ont tous fait leur engin comme ça. Puis si jamais tu es intéressé à savoir là, tous les différents frameworks qui existent, avec toutes les différentes bases d'engins qui peuvent exister, là, parce que là, tu vois Ogre Engine ou Ogre Base. Là. Ogre Engine, c'est un jeu, là, c'est un engin de jeu quand même relativement populaire anciennement. T'as Allegro, Monogame, etc. Là. Ben, tu pourras aller voir là, comme ça. Fait que je vais l'envoyer dans le chat là, si jamais tu veux regarder ça plus en détail. Là. J'allais te demander ça justement. Puis Puis, je vais le mettre sûrement là aussi sur le. En fait, je vais le mettre sur le général, comme ça va être accessible pour tout le monde. Ok, voilà. Mais c'est quand même cool à le regarder si ça t'intéresse, là, les oui, engins. Là. ça m'intéresse totalement. Puis ça pointe justement sur une question que je me pose que c'est quelque chose qui me préoccupe parce que oui, pour exemple, entrer en jeu vidéo, il faut évidemment de l'expérience, travailler avec des game engines, mais parce que moi, un de mes rêves dans la vie, c'est de rentrer chez Nintendo of America un jour. Puis je sais que Nintendo, eux, ils ont leur propre game engine. Mais le point que je me demande, c'est que comment, comment leur montrer que tu es capable facilement de t'adapter à n'importe quel engine, incluant un custom? Est-ce que c'est leur dire que je travaille sur plusieurs engines à la fois? Est-ce que juste en maîtriser un qui est réputé pour être similaire au leur, c'est une solution? Je sais pas si tu comprends ma question, là, mais. Oh, oui, je la comprends. Ben moi, je t'enlignerais vers deux choses. OK. J'apprendrais un engin populaire. Par exemple, présentement, là, tristement, je te dirais, t'apprends peut-être Unity dans tes cours. Fine. Unity et Unreal. Ok, ben, prends plus tes connaissances d'Unreal, puis pousse tes connaissances d'Unreal. OK. Unreal, selon moi, là, ça va détruire Unity dans les prochaines années. De plus en plus, il y a des signes que ça s'enligne vers ça. Après ça, je te dirais, essaye d'utiliser un framework puis de faire ton propre engin custom. Pourquoi? Ben parce que faut pas juste que tu sois habitué dans un engin qui est déjà préconstruit puis qui a plein de documentation. Si tu montres que tu es capable d'aller bas niveau aussi, ben ça va être avantageux pour toi auprès de n'importe quel employeur qui voudrait que tu sois genre un programmeur plus bas niveau. Fait que ça dépend aussi, là, si tu me dis je veux juste faire du gameplay, puis je voudrais faire du gameplay pour Nintendo of America, je te dirais
que tu fasses du gameplay dans n'importe quel engin, ça n'aura pas vraiment d'influence. Mais si tu es capable de montrer que tu es capable d'aller un petit peu n'importe où dans les différentes stacks, mais tu devrais être correct là, pour autant faire de l'engin, être généraliste puis faire des tools custom pour leur engin, etc. Là. Je sais pas exactement où que tu vises, là, mais. Ça répond comme. Honnêtement, je suis quand même très ouvert à tout ce qui touche justement à la programmation judo, que ce soit l'engine, le gameplay, les interfaces. On dirait que je suis vraiment très généraliste là-dessus personnellement. Mais c'est quand même une bonne idée de, oui, apprendre Unreal, mais aussi faire mon propre game engine pour pas virer en one-trick pony aussi. Exact. En plein ça. Surtout que présentement, l'industrie s'enligne pour être un one-trick pony avec Unreal, là, mais si Unreal, pour X raison, a de la misère éventuellement, on ne sait pas. Là, on n'est pas. Ça va très bien apparemment avec Fortnite, là, mais c'est bon d'avoir plus d'informations. Puis c'est un avantage aussi pour quelqu'un qui veut être engagé de démontrer que t'es pas juste un one-trick pony, comme tu disais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est clairement mes projets d'été, faire mon game engine. Surtout que cette rencontre-là, ça m'a pas mal inspiré. Là. Ben, j'avais déjà de l'intérêt depuis un bout, là, mais OK. là, ça m'a vraiment éclairé sur par où aller. Puis, fait que j'ai fait le tour de mes questions, mais quelque chose qui est sûr, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment apprécié. Ben, de rien. Ça me fait plaisir là, d'avoir pu répondre à tes questions puis d'avoir donné des informations. Si jamais éventuellement tu as d'autres questions là, de programmation, là, tu pourrais me taguer là, dans le channel programmation là, en lien avec des engins là, puis, ou des frameworks, whatever. Puis ben, je pourrais discuter avec toi puis te donner de l'aide. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. De rien. Puis Toi, merci à Eman, Emmanuel. Moi, je toi, pas Eman, trop t'avais de pas de questions? Non, pas vraiment. C'est moins ta situation présentement. Là. Ouais, moi, Je je comprends ça. m'en vais dans une autre direction complètement. Fait que Ouais. Ils ont dit en quoi, là, Emmanuel? là, moi, je finis ma maîtrise en intelligence artificielle, là. Fait que, Oh! ouais. À la balle, ça? Ouais. Ah. T'es tombé dans le bon moment pour avoir un salaire qui explose. Si t'es. Ouais. Je pense à ça, je vais arrêter l'enregistrement, là.